Et si je pars demain, qu'est-ce que je laisse ? Des messages. Mamie raconte, c'est le podcast Héritage. Est-ce que le prochain, ce sera sur moi ? Oh, Félix m'a déjà fait remarquer plusieurs fois que mamie a raconté Lucie, Maëva, Louise, mais elle n'a pas encore parlé de lui. Mais ce qu'il y a, c'est que il y en a des choses à dire sur Félix, bien sûr, mais il faudrait commencer par le début, et ça, je sais bien que ça risque de me secouer un peu. Pourtant, j'aimerais t'en parler parce que si tu es confronté à ce genre d'épreuve un jour, eh bien quelque part j'espère que cette trace pourra te servir à avancer. Oh, c'est pas une histoire exceptionnelle, hein. C'est une histoire vécue par de nombreux couples, de nombreux parents, mais je pense qu'à l'époque on aurait aimé entendre des témoignages. L'histoire commence il y a très longtemps. J'étais encore une petite fille. Je jouais avec les Barbies et ça se terminait toujours de la même manière, comme dans les contes de fées. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Je me souviens qu'un jour, j'étais une ado et je dormais chez une copine. Bon, on ne jouait plus avec les poupées depuis longtemps, mais on parlait de notre avenir. Et j'ai dit, moi j'aimerais bien des jumeaux, un garçon et une fille. Elle m'avait répondu, tu rigoles ? T'imagines ? Des bébés. Je rêvais de bébés. Je me voyais dans ma maison, m'occupant de mes enfants, je me projetais dans les fêtes d'anniversaire, les Noëls en famille, je me voyais les coiffer, les habiller, leur apprendre à manger, à parler, leur tenir la main pour les aider à marcher. Ouais, dans ma tête, j'étais une maman depuis toujours. Tu peux jeter un œil à mon yearbook, ce livre qu'on a composé à la fin de nos études d'infirmier. J'y notais ceci. Rien n'est moins sûr que mon avenir proche pour le moment. Je travaille, je fais une spécialisation. Par contre, je suis toujours certaine de me marier en août 2003. Nous espérons ensuite réaliser notre rêve, trouver une vieille ferme à retaper et la peupler de gentils petits-enfants. Je trouve ça drôle de relire ces certitudes. On s'est pas marié en août, mais en juillet. Rien que repenser à l'idée de retaper une vieille ferme, ah, quelle horreur, j'ai une bouffée d'angoisse. Les travaux, je déteste ça. Et alors, pour l'histoire des gentils petits-enfants ? Eh bien, quelques mois plus tard, je travaillais donc au bloc opératoire et un an après, tandis qu'on partait pour 3 semaines en voyage de noces, j'ai salué mes collègues en disant « Allez, à l'année prochaine, hein !» Ah bah oui, parce que à cette époque, dans cet hôpital, quand on était enceinte, on était écarté du lieu de travail dès que le test de grossesse était positif. Alors tu vois, en disant ça à l'équipe, dont ma chef, j'exprimais clairement mon intention, je voulais avoir des enfants rapidement. Oui, mais 3 semaines plus tard, j'étais de retour. Ben non, ça marche pas toujours au premier coup, c'est vrai. Mais parfois, ça marche pas non plus au 2e, ni au 3e. Ni 1 an plus tard. J'attendais toujours que ce soit mon tour. Oh, j'en ai vu partir des collègues, j'en ai vu revenir de congé de maternité, et tandis que moi j'étais toujours en train de ramer pour avoir un enfant, voilà que certaines repartaient pour le congé d'écartement suivant. La rancœur a commencé à s'installer doucement. Mais ma gynécologue m'avait dit qu'après 1 an d'essai, on commençait à investiguer. Alors je te prie de croire qu'en août 2004, j'étais au taquet dans la salle d'attente de mon médecin. Ça fait 1 an. Alors, on fait quoi maintenant ? Et c'est là que les festivités sont lancées. Prise de sang, échographie, planification d'une hystéroscopie, spermogramme. J'ai trouvé ça tellement invasif. Mais on voulait des enfants, donc, ok, il fallait bien passer par là pour comprendre. Oh, on a vite compris. Je nous vois encore dans ce cabinet à l'hôpital, et ce médecin qui nous dit très froidement « En résumé, vous avez autant de chances d'avoir des enfants ensemble que de gagner au loto. » Je pense que parmi les phrases qu'on n'oubliera jamais, celle-ci fait sans doute partie du top 5. On avait 26 ans, et on entrait dans un monde qu'on ne connaissait pas, la PMA. C'est la procréation médicalement assistée. Alors, on a fait des inséminations. Chaque fois j'y croyais, chaque fois j'étais déçue. Et un jour, je me suis permise de faire quelque chose que je n'aurais jamais dû faire. Comme je travaillais à l'hôpital, j'ai accédé à mon dossier. J'allais instrumenter un cœur pour un chirurgien et j'ai vite regardé le dernier bilan d'un médecin de l'hôpital à ma gynéco. La conclusion était « Nous allons proposer à la patiente des inséminations en attendant l'accès à la FIV, la fécondation in vitro ». J'étais tellement choquée.
Pour moi, ce que ça voulait dire, c'est que, en fait, ils n'y croyaient pas eux-mêmes quelque part. On nous faisait faire des inséminations pour passer le temps, en quelque sorte. Mais compte tenu de nos pathologies, on finirait de toute façon d'office en FIV. Le chirurgien m'a vu pleurer dans cette pièce où on se lave les mains avant d'entrer en salle d'op. Il a fermé la porte qui mène au couloir. Moi, j'ai cru que c'était pour me préserver. Mais il s'est retourné et il m'a engueulé. Il m'a dit « Tu n'as pas à consulter ton dossier. Ce sont 2 médecins qui se parlent d'un cas entre eux. Toi, tu es la patiente. Si on communique avec toi, c'est avec d'autres mots. » Il était si cool d'habitude. Le voir s'énerver comme ça m'a calmé directement. Et j'ai réalisé que, il avait raison, c'est vrai. Je préférais qu'on me parle, qu'on m'explique, plutôt que de lire seul des débriefings comme celui-là. J'ai plus jamais regardé mon dossier. Vincent et moi, on a continué d'avancer main dans la main en respectant les procédures. Et il y a un rendez-vous qui a été une vraie bouffée d'oxygène pour nous. Je me souviens, c'était un soir de pluie, on devait assister à une réunion à l'hôpital. On avait mangé vite fait, mais on était stressés. Qu'est-ce qu'on allait nous dire ? C'était une séance d'information sur la fécondation in vitro et je m'attendais à ce qu'on soit assis en cercle, un peu comme dans une réunion d'alcooliques anonymes où on allait devoir dire « Bonjour, nous c'est Audrey et Vincent, on essaye depuis 1 an et demi mais on n'arrive pas à avoir d'enfants. Bonjour Audrey et Vincent. » J'ai poussé la porte de la salle en me sentant si mal. Mais là, waouh, la salle était très grande et elle était aussi très remplie. Il y avait des couples de tout âge, de toute origine. Et moi, quand j'ai vu ça d'un coup, je nous ai sentis normaux finalement. Regarde, tous ces gens, ils sont comme nous. Et puis là, au milieu de cette foule, j'ai vu des gens que je connaissais, des collègues. Je m'y attendais pas. On est sorti de là soulagés. Vincent avait compris toutes les procédures, il avait eu des réponses à toutes ses questions, et moi je me sentais liée à des dizaines de personnes qui menaient le même combat que nous, un combat invisible. Il y a aussi eu un autre rendez-vous, mais dont je garde un moins bon souvenir. On devait rencontrer un psychiatre. C'était dans le protocole, on devait passer par là. Alors on arrive comme 2 benets, on se sent maladroit, on ne sait pas trop ce qu'on va nous dire, et ça commence très fort, le psy nous demande pourquoi nous voulons un enfant. J'ai été très agressive. J'ai demandé si on pose cette question aux autres gens. Est-ce qu'on demande à un couple fertile pourquoi vous voulez un enfant ? Non. Alors pourquoi on nous demande ça à nous ? Pourquoi on doit se justifier ? Il tente de m'apaiser, il trouve d'autres mots, mais je reste fermée, je suis fâchée. Si je me souviens bien, la première ponction a eu lieu en février 2005. J'avais suivi les prescriptions à la lettre. J'arrivais en salle d'op plus tôt pour monter la table d'instrumentation, et puis je courais en gynéco pour faire l'échographie et la prise de sang. Le midi, on recevait un appel de l'équipe infirmière de FIV pour donner l'indication de la dose de ménopure à injecter le soir, et ça, c'était devenu notre routine. Prise de sang, écho, appel téléphonique, injection, prise de sang, écho, appel téléphonique, injection. Jusqu'à ce qu'on arrive à un stade de maturation suffisant pour ponctionner les ovocytes. Je ne sais plus combien on en a eu la première fois, mais c'était pas terrible, peut-être 3 ou 4. Là, le médecin est venu dans notre chambre pour nous annoncer que on allait devoir faire une ICSI, une fécondation in vitro avec injection intracytoplasmique de spermatozoïdes. D'accord, ok. Et alors ? Disons qu'on risquait de perdre des ovocytes au moment de l'injection. En somme, nous on voulait juste un enfant, donc 3-4 ovocytes, on peut se permettre d'en perdre l'un ou l'autre, c'est pas grave. Oui, enfin, ce qu'on n'avait pas compris, c'est que nos chances étaient comptées. On pouvait faire 6 procédures parce qu'on avait droit à 6 remboursements. Si on avait la chance d'avoir des ovocytes surnuméraires, on pouvait congeler des ovocytes fécondés et les décongélations faisaient leur partie de la même procédure. Mais là, avec 3-4 ovocytes ponctionnés et une FIV ICSI, on avait peu de chance d'aller vers une congélation. Ok, on rentre chez nous et on attend. C'est une attente insupportable, on y pense sans arrêt. Combien sont-ils ? Est-ce que les ovocytes fécondés mis en culture se divisent encore ? Est-ce que tout va bien ? Le lendemain de la ponction, une infirmière nous appelle pour nous dire comment s'est passée la fécondation. Et il y en a 2 qui se divisent. Alors on a un rendez-vous le lendemain pour le transfert. Sur la route, on est à la fois inquiet et excité. On essaye de s'imaginer, tiens, si ça fonctionne, ça ferait des jumeaux, mais ce serait dingue. Ça alors ? Oui, mais une douche froide nous attend à l'arrivée.
Le médecin qui nous reçoit explique que l'un des deux a arrêté de se diviser la veille en fin de journée et le deuxième ne se divise plus depuis le matin même. On accuse le coup. Enfin, en même temps, on n'a pas vraiment le temps parce que le médecin continue en disant « On va bientôt venir vous chercher pour faire le transfert. » Attends. Quoi ? Le transfert ? Mais vous venez de dire qu'ils avaient arrêté de se diviser. Donc je refuse. À quoi ça sert ? On va faire le transfert, on va attendre 15 jours, on va d'office y croire encore, alors qu'en fait, on sait tous déjà là, maintenant, que c'est foutu. Alors à quoi ça sert ? Le médecin est stupéfait. Il comprend notre réaction, mais il n'a jamais entendu ça. Alors il a besoin d'en parler à son superviseur. Oh, je le vois encore entrer dans notre chambre, s'asseoir sur mon lit et balbutier doucement « Madame, nous devons faire le transfert. Nous sommes dans un hôpital catholique, vous voyez, alors s'il y a une chance que... Enfin, on ne sait pas. Peut-être que ça fonctionnera quand même, vous voyez, même si a priori les chances sont infimes. » Bon, je suis pas convaincue, mais je comprends. On accepte. Il transfère. Je suis en arrêt de travail. On attend. On y croit. Et le jour où on doit faire la prise de sang pour le test de grossesse, je suis réglée avant même de savoir que c'est négatif. Au téléphone, l'infirmière m'encourage. On est déjà inscrit pour un autre cycle. Il aura lieu en juin-juillet. Je regarde par la fenêtre. Il neige. Alors c'est un peu dur de se projeter en été à ce moment-là. Je deviens de plus en plus aigrie. Je suis en colère contre le monde entier. Je ne supporte plus d'entendre l'annonce d'une grossesse. Je ne sais plus féliciter les gens. Je ne sais plus me réjouir pour eux. Et c'est très pénible en fait, parce que j'aimerais, mais j'y arrive pas. Je suis comme une éponge. J'absorbe tout ce qui a trait à la maternité. J'ai l'impression qu'il y en a partout autour de moi. Je trouve ça injuste. Même Britney Spears est enceinte. C'est comme si je me permettais de juger. Oui, elle le mérite, mais elle, non, elle le mérite pas. Un jour, une collègue dit devant moi « Oh, moi, vous savez, on me regarde dans les yeux et hop, je suis enceinte !» C'est le genre de phrase que je ne peux pas entendre. C'est peut-être drôle pour elle, mais c'est terrible pour moi. Ma peine devient de plus en plus lourde à porter. Alors, quand une autre collègue annonce sa grossesse, je tourne les talons et je pars sans rien dire. Une amie me rejoint et elle m'engueule. « T'es vraiment pas sympa, là. Tu pourrais faire un effort. » J'essaye d'expliquer ce que je ressens, à quel point je m'en veux d'être comme ça, mais c'est plus fort que moi. J'arrive pas à faire semblant. Je me sens tellement triste. Ma copine reste déçue de mon attitude. Jusqu'à ce que, quelques mois plus tard, sa sœur entame le même parcours que nous. Alors elle est venue me voir à la maison et elle a pleuré dans mes bras en s'excusant. Bon, je lui en voulais pas. Je pense que tant qu'on n'est pas passé par là, on peut pas comprendre. Finalement, je prends mon courage à deux mains et j'appelle le psy. Il m'écoute. Il est d'une grande aide, en fait. Il m'aide à formuler une réponse pour la prochaine annonce d'une bonne nouvelle. Je peux mettre en application assez vite puisqu'une amie me téléphone. J'attends des jumeaux. Je me concentre. Je respire. Et je réponds. Ça doit être formidable. J'aimerais exprimer plus d'enthousiasme. Excuse-moi de ne pas y arriver. Elle me répond qu'elle comprend. Puis je m'enfonce dans le travail et j'attends la suite. Juillet 2005, procédure numéro 2. Je déguste toujours autant les chamboulements hormonaux. En termes de migraine, c'est la catastrophe. Mais peu importe. Moi, je suis prête à endurer n'importe quoi tant qu'au bout, il y a un résultat. Au boulot, tout le monde sait que je suis en traitement parce que c'est la même chanson. Prise de sang, écho, appel téléphonique, injection, prise de sang, écho, appel téléphonique, injection. Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Arrête d'y penser, ça viendra tout seul. Eh ben, bienvenue dans le top des phrases cons et inutiles. Enfin arrive la ponction. Comme on a changé de schéma, je pensais que j'allais être super généreuse, mais non. Toujours 3-4 ovocytes. Toujours une ICSI. Toujours 2 embryons à la fin. Mais cette fois-ci, ils sont de meilleure qualité. Ils se divisent toujours au moment du transfert. 2 semaines plus tard, on reçoit cet appel qu'on n'oubliera jamais. Ce sont les infirmières de la FIV qui nous disent « Voilà, on est toutes ensemble parce qu'on voulait être toutes là pour te dire « Ça y est, c'est positif. » Enfin, on a gagné au loto. La suite, c'est un stress immense de perdre ce bébé,
Mais Lucie débarque bel et bien le 1er avril 2006. Alors, 1 an plus tard, on se dit qu'on retenterait bien le coup, tu vois. On se relance dans une nouvelle procédure et on y croit super fort parce que, on est devenus des champions maintenant. Et oui, cette fois encore, on a 2 embryons, un début de grossesse, mais qui n'évolue pas. On est en hiver et on nous dit qu'on retentera au printemps. Ça fait comme un goût de déjà vu, mais cette fois, on a Lulu. Alors mentalement, on est plus fort. Pour la procédure suivante, la 4e, on a une belle surprise. 5 embryons sont fécondés. Oh là là, 5, mais c'est la fête! Dans le lit d'à côté, le couple apprend qu'ils en ont 18. On respire. Nous, tout ce qu'on demande, c'est un 2e enfant. Donc ce coup-ci, avec 3 embryons congelés, on a une chance supplémentaire. C'est un espoir immense pour nous. Transfert, 2 embryons. Et voilà Maëva qui pointe son nez en mars 2008. Nous sommes tellement heureux. Même si l'accouchement a été très long. Elle était bien là où elle était, Maëva. Tellement bien qu'à un moment donné, une sage-femme a posé cette question. « Mais vous la voulez vraiment, cet enfant ? Parce que parfois, c'est ça qui bloque, vous savez. » Ouais, elle aussi, elle est dans le top 5 des phrases super cons, inoubliables. J'ai répondu « Ah non, en fait on s'emmerdait, donc on s'est dit tiens, si on faisait une fécondation in vitro. » Elle s'est excusée, mais le mal était fait. Je voulais plus la voir dans ma chambre. À la maison, la vie avec nos 2 demoiselles est fantastique. On est reconnaissant pour cette chance d'avoir finalement gagné au loto 2 fois. Mais dans notre esprit, l'histoire n'est pas finie. Il y a des bébés qui nous attendent à l'hôpital. Il faut savoir qu'entre-temps, je suis devenue chef adjointe au bloc. J'adore travailler avec Caro, on est différentes, mais on se complète super bien. Et elle n'est pas surprise quand je débarque dans son bureau en lui disant « Bon, écoute Caro, là j'en ai marre, on doit décongeler, j'y pense tout le temps. » Elle comprend. La différence avec les autres procédures, c'est que c'est moins éprouvant. Je demande même pas d'arrêt de travail, je continue d'aller bosser avec plaisir, même si je me demande ce qu'ils deviennent, les embryons transférés. C'est quand même un peu dingue cette histoire. Au moment de la décongélation, le médecin était venu nous voir pour nous demander ce qu'on voulait faire. 2 des 3 embryons avaient survécu à la décongélation et ils étaient beaux. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous a demandé le médecin. C'est-à-dire, est-ce qu'on transfère les 2 ? Oui, évidemment. Vous savez, il y a 40% de chances d'avoir des jumeaux. Ouais, vous en transférez toujours 2 et soit ça fait rien, soit ça fait une fausse couche, soit ça fait un bébé. Donc allez-y, mettez les 2. On est le 23 septembre 2009 et le 5 octobre, prise de sang, le test est positif. Décidément, Valérie nous porte chance. C'est déjà elle qui nous a annoncé la grossesse de Maëva. Oui, mais cette fois, il y a quelque chose qui cloche. Le taux d'HCG n'est pas élevé. On fait une prise de sang le surlendemain pour vérifier. Mais le taux d'HCG ne double pas. Et puis, je perds du sang. Je finis par pleurer devant Lucie qui comprend pas. « Pourquoi tu pleures, maman ?»« Oh, parce que tu sais, les bébés dont je t'ai parlé, je crois bien qu'ils n'ont pas voulu rester dans leur lit. Je crois qu'ils sont partis, alors je suis triste. » Et la réponse de Lucie, elle est surprenante. Elle me dit « Oh, mais maman, faut pas pleurer. Moi, je sais qu'il y en a encore un. » Je me mets à croire que Lucie a un super pouvoir, un don. En fait, c'est toujours pareil, on se raccroche à n'importe quoi. Mais faut voir la vérité en face. C'est sans doute fini. Oh, je pense que j'aurais plus la force de recommencer un cycle. Mais de toute façon, c'est ok, on a de la chance quand même, on a 2 enfants. Il y a tellement de couples qui luttent et qui donneraient n'importe quoi pour être à notre place. Le 20 octobre, c'est la première écho. Oh, j'y vais en râlant, j'estime qu'on perd notre temps. Je répète que je me doute bien que ça n'a pas fonctionné, puis je suis pressée, je dois aller instrumenter, là. Vincent m'accompagne en consultation parce qu'il a toujours été présent à chaque étape. Je suis désolée pour lui, il ferait mieux d'être à son travail. En plus, il y a un retard de dingue. C'est Pascal la gynéco, elle papote avec les couples. Oh, on l'aime tellement, Pascal. Elle est adorable. Quand c'est notre tour, on entre dans le vestiaire et on attend que la porte s'ouvre pour faire l'examen. Mais les parois sont tellement minces. Alors on entend que pour le couple précédent, malheureusement, ça ne va pas. Oh, on comprend ce qu'ils ressentent. C'est tellement dur à vivre, ce parcours. On aurait presque envie d'ouvrir la porte pour leur exprimer notre solidarité. Je voudrais leur dire, on est de tout cœur avec vous. Continuez le combat. Mais on attend sagement dans notre cabine jusqu'à ce que Pascal nous accueille avec toute sa douceur. J'entre dans la pièce, je lui explique les pertes de sang. Elle commence l'examen.
l'écran est tout noir, elle déplace la sonde d'écho, c'est tout noir. Je m'impatiente, j'ouvre la bouche pour dire « Bon, ok, c'est fini, je le savais ». Et là, surprise, 2 poches, 2 cœurs. Pascal est morte de rire et elle nous dit « Eh ben les amis, il y en a 2 ». Je comprends rien à ce qui se passe. Je regarde Vincent, il est figé, choqué. On descend au bloc ensemble, j'appelle Caro au dispatching. Quand elle voit la photo que j'ai entre les mains, elle éclate de rire. Bah bravo les gars. Ok, je peux plus travailler, je dois rentrer à la maison, je dois me reposer. On va suivre ces histoires de saignement. Alors Vincent me ramène à la maison, mais c'est le silence dans la voiture, on se parle pas. J'appelle ma maman. Maman, on a eu l'écho. Il y a un problème. Elle me répond, c'est vrai? Oh zut, je suis désolée pour vous. Et je l'interromps, maman, il y en a 2. De quoi? 2 bébés, maman. Il y a 2 bébés. Ce sont des jumeaux. Mais non, Audrey, enfin, c'est pas possible. Écoute, papy n'est pas encore rentré, alors on s'appelle plus tard, d'accord? Et boum, ma mère raccroche subitement. Vincent se ressaisit. Sa première parole, c'est « Bon, va falloir changer de voiture. » Non mais attends, quoi? Qu'est-ce que tu dis? Moi, je continue de planer complètement. Le téléphone sonne, c'est ma mère. Dis Audrey, j'ai pas bien compris ce que t'as dit là tout à l'heure. Ce sont des jumeaux, maman. Mon Dieu. Robert, c'est bien ça, c'est des jumeaux. Et là, cette phrase de mon père, magnifique, il prend le téléphone et il me dit « Mais enfin Audrey, vous en avez déjà 2. Ça fait 4 alors. » Il était parfait, mon père. Oui, papa. 2 plus 2, ça fait 4. Bravo. Ah bah pour le coup, on a bien gagné au loto. Oui, mais ce qu'on ne savait pas encore, c'est que Félix arrivait avec le super jackpot. Mais je te raconterai ça dans le prochain épisode.